Alors, Monsieur Tanquerel, vous avez la parole pour présenter les travaux de notre colloque. Monsieur Tanquerel est le secrétaire général de notre association et aussi professeur professeur à l'Université de Genève, Suisse. Chers et chers collègues, il me revient le plaisir et l'honneur de présenter les travaux de ce colloque, mais je ne voudrais pas commencer sans remercier chaleureusement le professeur Doutou et l'Association roumaine de droit de l'urbanisme de son accueil magnifique à Bucarest. Je crois qu'on peut dire que l'Association internationale de droit de l'urbanisme sait bien varier les approches dans le choix des sujets qu'elle aborde dans ses conférences biennales. Il y a 2 ans, à Coimbra, le critère de définition du sujet était juridique, la contractualisation, et il se déclinait dans une large palette de situations. Cette année, c'est une perspective complètement inverse qui est choisie. Notre sujet, le renouvellement urbain, est un phénomène observable qui doit être analysé sous divers angles juridiques. Évidemment, pour un tel sujet, la première difficulté, c'est d'en délimiter le champ. Le questionnaire qui a été adressé aux rapporteurs nationaux tente l'entreprise en définissant le renouvellement urbain comme une opération volontariste d'une certaine ampleur visant à transformer une zone urbaine existante. On voit donc que cette définition pose 5 critères. Le premier critère, c'est la localisation dans un contexte urbain. Nous ne nous préoccuperons pas d'intervention, d'urbanisme ou d'aménagement dans d'autres cadres délicats, comme des sites paysagers remarquables, comme la montagne, comme le littoral, sujets qui ne sont pas à notre ordre du jour pour ce colloque. Le deuxième élément, c'est la présence d'un tissu urbain existant. Il ne s'agit pas ici d'étudier l'extension de la ville par la construction de nouveaux quartiers sur des zones vierges, ni la création d'agglomérations nouvelles. On va donc inévitablement se trouver en présence d'une tension entre la préservation de l'existant, tant architectural que sociologique, humain, on pourrait dire, les égards légitimes qui sont dus à cet existant et les nécessités de changement qui peuvent s'affirmer pour des raisons sanitaires, des raisons économiques, des raisons sociales. Cette tension sera inévitablement au centre de nos débats. C'est un des grands enjeux du renouvellement urbain. Troisième élément de la définition de notre sujet, la transformation du tissu en raison de l'opération de renouvellement. Cette transformation peut prendre diverses formes. Ça peut être la réhabilitation d'habitations existantes, des opérations de démolition-reconstruction d'un quartier entier, le changement d'affectation complet d'une friche industrielle. Le contexte ou le motif du changement ne constitue pas un critère d'inclusion ou d'exclusion d'autres champs d'études. Donc, nous allons pouvoir envisager des situations extrêmement diverses, des objectifs qui ne sont pas forcément les mêmes, des opérations de renouvellement urbain. Ça peut être la volonté de lutter contre la dégradation architecturale ou sociale d'un quartier, la mise en valeur d'un site industriel, cela peut être la densification d'une zone sous-densifiée, comme une zone de villa, ou bien la transformation d'un quartier suite à l'impact d'une infrastructure majeure comme une ligne de métro, une ligne de tramway, un stade, un équipement culturel, etc. Quatrième élément qui caractérise notre sujet, c'est le critère volontaire et concerté de l'opération. En appliquant ce critère, on se dira que toute modification de la ville ne constitue pas nécessairement un renouvellement urbain. L'étiquette de renouvellement urbain ne saurait, à mon avis, s'appliquer à simplement une succession de micro-opérations non concertées qui aboutissent, par exemple, à la gentrification progressive d'un quartier, au changement de la structure sociologique du quartier par
des opérations de rénovation qui entraînent évidemment des modifications dans la structure des prix et des loyers, s'il n'y a pas une volonté derrière, s'il n'y a pas un plan derrière cette opération. La démolition ou la reconstruction ponctuelle de bâtiments, sous l'exception que j'ai évoquée tout à l'heure des opérations qui auront un impact évidemment extrêmement large sur le quartier, n'est pas non plus au cœur de notre sujet. La nature des acteurs n'est pas non plus un critère déterminant. Ceux qui réalisent le renouvellement, ceux qui le conçoivent, l'orientent et le dirigent, eh bien, il peut s'agir d'acteurs privés ou d'acteurs publics. Cela étant, à partir du moment où on part de l'idée que, quand on parle de renouvellement urbain, il y a une volonté, il y a un plan, l'intervention à un moment donné, à un stade ou à un autre, des pouvoirs publics est plus que probable. Dernier point de définition, de délimitation du sujet, l'ampleur de l'opération. J'ai dit tout à l'heure une micro-opération, la rénovation d'un immeuble, la construction d'un bâtiment, ça n'est pas déjà du renouvellement urbain. Mais il faut envisager ce critère avec souplesse. Évidemment, une opération qui a un large impact territorial tombera naturellement dans le cadre de nos discussions, mais on peut envisager que des opérations qui ont une ampleur territoriale moindre participent quand même du renouvellement urbain parce que l'impact économique et social, l'impact sur les réseaux de transport, par exemple, peut se faire sentir dans un périmètre plus large. On peut aussi imaginer que la localisation même d'une opération dans un endroit extrêmement sensible fait que l'impact sur la ville est tel qu'on peut déjà parler de renouvellement urbain. Alors évidemment, cet essai de définition que je viens d'effectuer va être mis à l'épreuve de l'exercice comparatif. Il n'est pas certain que la notion même, la compréhension même de ce que c'est que le renouvellement urbain soit reçue de la même manière dans chacun des pays qui sont représentés dans ce colloque de droit comparé. La notion même de renouvellement urbain peut fort bien, dans certains pays, être reçue, s'incarner dans d'autres formes, sous d'autres étiquettes, qui finalement concernent le même sujet. La difficulté, la gageure, je dirais même, à laquelle nous faisons face, c'est de retrouver notre sujet sous différentes formes et différentes étiquettes. Il n'y aura donc pas d'esprit de géométrie dans la délimitation de notre sujet, mais l'idée de faire converger différentes approches pour en dégager, par la méthode inductive qui est typique du droit comparé, pour en dégager des grands principes, des grandes tendances et des enseignements. Alors, c'est très bien de délimiter le sujet, mais il s'agit de dire quand même deux mots des problématiques qui devront être abordées. Et à propos du renouvellement urbain, le premier grand problème est celui de la méthode. Est-ce que le renouvellement urbain est soumis à une réglementation spécifique ou est-ce qu'il passe par les instruments traditionnels de droit de l'urbanisme? Dans le premier cas, il s'agira d'analyser les particularités de cette réglementation spéciale. Dans le second, il faudra alors identifier les instruments utilisés et se demander si, le cas échéant, ils se transforment dans les faits ou même sur le plan juridique lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre du renouvellement urbain. La question des acteurs est aussi absolument cruciale. Cette question, c'est en définitive celle de savoir qui dirige les opérations de renouvellement urbain, mais aussi qui a légitimité comme personne morale ou physique intéressée, les anglophones parleraient ici de stakeholders, qui a légitimité à participer aux décisions. Cette question devra être centrale dans notre réflexion. On pensera évidemment ici à la place à laquelle peuvent prétendre les propriétaires, mais aussi les habitants
qui sont souvent les grands oubliés de la planification de ces opérations. Il sera aussi intéressant dans ce domaine-là de se demander si une autorité ou une entité particulière est chargée principalement de l'opération de renouvellement ou si l'on s'appuie sur les structures déjà existantes. Voilà deux grandes questions institutionnelles et au-delà de cette approche institutionnelle, il y a aussi deux questions très importantes, beaucoup plus concrètes, mais qui sont essentielles pour la réussite des opérations de renouvellement urbain et qui mériteront notre attention. La première, c'est la question foncière. Et là, elle se décline en trois problématiques. La première, c'est la question de la méthode de maîtrise foncière, ses particularités éventuelles en matière de renouvellement urbain et les instruments auxquels il est recouru dans ce contexte. Deuxième question, c'est celle de l'indemnisation des propriétaires. Et ici, il faut probablement avoir une attention particulière pour une catégorie de propriétaires, ce sont les propriétaires habitants, ceux qui devront se reloger. Et là, on a un problème très important d'indemnisation parce que suivant la structure du marché immobilier, la structure de prix du terrain dans la ville en question, cette question du relogement même des propriétaires qui doivent faire place aux nouveaux quartiers, aux quartiers renouvelés, peut poser des problèmes très importants. Et dernier point, c'est le contrôle du prix des terrains qui peut être essentiel pour garantir l'affectation future du quartier renouvelé. Si on ne veut pas simplement être à la merci des lois du marché, si l'on veut que l'intérêt public puisse avoir toute la place qu'il mérite, la question du contrôle du prix des terrains est évidemment essentielle. J'ai écouté à cet égard avec beaucoup d'intérêt les considérations de M. Petrescu sur les manques qu'il y a pu y avoir dans la mise en relation de l'intérêt public et de l'intérêt privé et de la pondération entre ces deux aspects. La seconde grande question concrète, c'est celle du financement et celle des équipements. Il y a un lien évident avec la question qui vient d'être évoquée. Il est clair que la réussite d'une opération de renouvellement, ou autrement dit la qualité du résultat à la fin de l'opération, dépend beaucoup de la qualité des équipements de tous ordres, transport, services publics, enseignement, équipements culturels, qui auront pu être réalisés. Cette qualité dépendra aussi de la nature et de l'accessibilité des nouvelles constructions. Quand je parle d'accessibilité, je ne pense pas ici à l'accessibilité physique, c'est un problème important, l'accessibilité notamment pour les personnes handicapées, mais ce n'est pas ce point-là que je visais, mais c'est l'accessibilité. Par exemple, si on parle de logement à toutes les couches de la population, si on parle de surface pour des activités, l'accessibilité à tous les secteurs d'activité et qu'on n'ait pas simplement des opérations qui reviendraient à ce phénomène de gentrification que j'ai évoqué tout à l'heure. Évidemment, à ces deux écarts, la perspective de l'équipement, la perspective de l'accessibilité, de la possibilité de profiter des nouvelles surfaces qui seraient créées dans le cadre du renouvellement urbain, la question du financement est tout à fait cruciale. Et puis à la suite de ces thématiques que nous aborderons aujourd'hui dans la journée plus généraliste du colloque, demain, nous aborderons des thématiques plus spéciales, mais qui ne sont pas moins cruciales pour l'appréciation de la réussite des opérations de renouvellement. Nous examinerons d'abord quelles sont les règles applicables et les problèmes particuliers qui se posent en matière de développement durable, de protection du patrimoine et de protection de l'environnement pour les opérations de renouvellement urbain. Et nous devrons nous demander à cet égard si le système prévu selon le droit en vigueur dans les différents pays donne satisfaction ou non, si des réformes ne seraient pas nécessaires à cet égard. Et puis enfin,
une question absolument cruciale qui ne peut pas être éludée lorsqu'on parle de renouvellement urbain, c'est celle de son impact social. Le renouvellement urbain n'a pas seulement un impact sur le tissu architectural, sur la matière construite de la ville, mais il a un impact majeur sur le tissu social, sur la matière humaine dont est constituée la ville. Et c'est évidemment particulièrement frappant lorsqu'une opération entraîne des besoins importants de relogement. Je crois que dans l'histoire de notre ville haute, dans les années 80 du siècle passé, un exemple particulièrement douloureux de ce genre d'opération et de l'absence d'égard pour les conséquences humaines d'opérations brutales de renouvellement urbain, c'est un exemple particulièrement douloureux qu'on peut avoir à l'esprit. Mesdames et messieurs, je ne pense pas que la HIDRU a choisi la facilité avec le sujet de ce colloque. Le sujet est vaste, les approches nationales sont variées, différentes, les situations concrètes extrêmement diverses. Mais c'est la richesse de notre association et c'est sa raison d'être. Nous confronter à la difficulté de la comparaison pour mieux comprendre les enjeux du droit de l'urbanisme contemporain. Je suis certain que nos travaux seront extrêmement intéressants et je vous souhaite 2 journées d'échanges et de débats les plus fructueux. Je vous remercie.